on parlait de l'environnement n'était pas à la mode, la bonne bouffe aussi. Bref, c'était les années 2000. C'était des années inconscientes en fait. Oui. Parce qu'on parlait des années 2000 tout à l'heure. C'était de l'inconscience, on avait Et en raison, même temps, je ne veux pas être trop nostalgique de ces années-là, parce que ça fait un peu ancien combattant. Le côté c'était mieux avant. Mais c'est vrai que ça allait moins vite. Ça allait moins vite, il n'y avait pas la tyrannie de l'immédiateté, la dictature de l'émotion. Il ne fallait pas faire le buzz maintenant dans nos métiers, il faut aller vite, vite, vite. Moi, je tourne à un autre rythme, parce que je suis là depuis 55 ans, et si j'avais tourné à cette cadence-là, je ne serais plus là. C'est ce qui va se passer avec ceux qui Mais fonctionnent à cette cadence. Moi, on demande de réussir vite maintenant, de faire ses preuves très vite, alors que ça prend du temps. Après combien de temps vous pourrez dire que vous avez réussi maintenant, rétrospectivement, après combien de temps vous dites j'ai réussi? Mais j'ai pas encore réussi. Mais c'est très récent. C'est vrai? Moi, je suis un tardif qui a commencé tôt parce que j'ai rien fait. C'était mon premier livre qui est paru il y a 10 ans, qui était Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moi, j'ai un trou béant dans ma vie entre 8 et 18 ans. Pendant 10 ans, j'ai rien fait. Rien. J'ai regardé le ciel. Je ne savais pas ce que je voulais faire. La pédagogie de l'époque ne me convenait pas. Je m'ennuyais, j'avais qu'une seule envie, c'est prendre le train. Il y avait la gare qui était sous mes fenêtres en Normandie, dans une petite ville. Et je voulais me fabriquer mes propres prothèses. Je voulais apprendre la vie dans la vie. Et je voulais que l'image me ramène à l'écrit. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait la télévision. Parce que la télévision a été l'université que je n'ai pas connue. J'ai été poursuivi par des parents qui ne juraient que par des diplômes. J'ai un frère qui est un grand médecin, un frère aîné qui n'est plus là, qui a été patron d'RTL, qui a créé M6, qui est sorti des grandes écoles. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Et je sentais de façon intuitive qu'il fallait que je sorte de ça et que j'aille gagner ma vie tout de suite pour voir les gens. Donc, je suis parti à 17 ans. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai été moniteur d'enfants un peu difficiles sur les plages. J'ai nettoyé les avions à Orly, il n'y avait pas encore Roissy. J'ai été coursier, j'ai fait plein de petits boulots. Et j'ai voulu être confronté au monde du travail très très tôt. Et quand je suis rentré à la télévision à 22 ans, j'avais déjà derrière moi 3 ou 4 ans d'expérience de ce que c'était de travailler, se lever tôt. J'étais confronté avec le monde du travail très très tôt. J'ai pris le contre-pied de mon enfance de fils de médecin. Et j'ai voulu, moi, apprendre sur le terrain. À contre-pied de votre enfance, fils de médecin, oui et non. Quand on regarde votre hygiène de vie, c'est quand même, c'est dans vos veines. Oui, mais je suis quand même un fils d'un petit bourgeois de province. Oui. Mes parents étaient quand même des médecins. Et donc, moi, je voulais savoir ce que c'était que d'être pauvre, de gagner sa vie, de ne pas appartenir à un milieu privilégié. Donc, j'ai fréquenté le monde des ouvriers très tôt. Et après, je les ai retrouvés comme téléspectateurs. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est moins les gens célèbres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ceux qui nous regardent. Parce que moi, je vis depuis 55 ans maintenant, ce qui est beaucoup, avec que des gens célèbres. Bon, c'est comme ça. C'est ma 3e génération d'artistes. Ça va de Long à Belmondo jusqu'à Kev Adams, Kenji Girac et de Louane. Bon, c'est 3 générations de comédiens, de comédiennes, de chanteurs, de chanteuses, de stars de la politique, de stars de la télé, de stars du sport. Donc je les connais tous. Je connais leur vie. Et donc, c'est un écosystème. Hein, oui. Et puis il y a une confrontation de choses. Vous racontez, finalement, il y a particulier, presque que vous qui avez ce rythme de vie et ce respect de vous-même, hein, parce que votre hygiène, elle est quand même... Là, on peut en parler 2 minutes, mais votre hygiène est quand même irréprochable. J'ai toujours tenu à distance le monde de la nuit et la vie des gens célèbres. Parce que comme moi je suis, donc, je vous le répète, fils et frère de médecin hypocondriaque, j'ai toujours pensé que si on voulait faire une carrière, le seul capital qu'il ne faut jamais entamer, c'est la santé. Donc moi, à l'âge de 22 ans, je me suis dit, je vais faire carrière. Je veux être là encore dans 50 ans, dans 60 ans. Donc j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis 50, 60 ans, comme Charles Aznavour par exemple, qui est ma référence.
Oui, ou votre femme vous dit, enfin bon, c'est pas... Alors, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait été vedette de cinéma dans les années 60, elle avait tourné avec tous les plus grands. Elle s'était arrêtée de travailler quand je l'ai rencontrée. Elle avait décidé de s'arrêter parce qu'elle avait fait le tour, elle était là 16 ans dans ce métier. Et elle, tout de suite, m'a expliqué ce que c'était que le monde des paillettes, que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux devant l'âge, que c'était un métier cruel, qu'il n'y avait pas la place pour deux. Elle m'a dit, aucune frustration, tu traces ton sillon, je t'aiderai, moi je disparais. Mais elle avait déjà disparu avant que je commence dans ce métier. Donc j'ai eu la chance d'avoir une femme qui est restée, qui m'a tout fait pour que je réussisse, qui a construit une digue autour de moi, et je m'occupe de rien que de travailler. Je bosse. Je bosse et je mange léger. Mais je bosse, je n'ai pas de mérite, puisque c'est ma passion. Donc la fatigue de la passion, la fatigue du succès n'a rien à voir avec la fatigue de l'attente du succès ou de l'échec. Donc voilà, et donc j'ai pris mes distances avec les gens de ce métier tout de suite. Oui, parce que vous parlez par exemple de Johnny qui vous disait, oh, tu fais chier, oui, non, tu vis pas. Mais tous les gens célèbres, je les reçois, mais je ne les fréquente pas, sauf quelques-uns qui sont des amis. Ou que vous prenez avec vous à vélo, que vous essayez en tout cas. Oui, absolument, mais c'est vrai que Johnny me disait toujours, tu sors pas, tu bouffes pas. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là à la radio, moi si tu t'écoutes jamais. Ouais, il me disait, quelle vie de con. J'ai dit oui Johnny, mais c'est ma vie. Et c'est parce que j'ai une vie de con, je crois que je suis encore là aujourd'hui, parce que j'ai fait très attention. Parce que comme j'adore ce métier, et que ce métier, c'est le métier de paraître quand même. Oui. J'ai fait que de la radio, c'est autre chose. De la radio, on peut arriver en pyjama, se paraser. La télé. Maintenant, on ne peut plus vraiment. Mais il y a des caméras partout. C'est plus pareil. Mais on peut être mal fagoté. On peut être mal fagoté. Ouais, c'est pas ce qu'on attend de nous. On attend de nous la voix. Il faut que le cerveau fonctionne tout le temps. Donc voilà, je fais très attention parce que je considère que mon corps, ma voix, ma mémoire, mes neurones sont des instruments. C'est un temple que vous avez préservé pendant toutes ces années. Et que je continue, j'essaie de continuer. Et donc là, vous donnez vos recettes, donc alimentaires. Il y a des anecdotes. Moi, j'aime beaucoup celle de Johnny où il dit tu fais beaucoup de sport. Moi, je l'imite très très mal, évidemment, mais ça se voit pas. Ça se voit pas beaucoup à la télé. C'est écrit comme tel. Tu travailles ta silhouette et t'es assis. Tu fais des abdos, on les voit pas. Alors, mets un jean, enlève ta veste. Ah, mais Johnny me faisait beaucoup rire. Et quand j'ai enlevé il me dit enlève ta cravate. Parce qu'il y a 20 ans, quand on faisait Champs-Élysées, il fallait garder sa cravate. Ah oui, ça paraissait impensable. Puis un jour, j'étais chez lui en vacances. Il me dit je t'aime beaucoup, mais je t'ai jamais fait de cadeau, alors je vais faire un cadeau. Et là, il ouvre, il enlève une housse et il m'offre une Harley Davidson. Hallucinant. C'est qui venait de Los Angeles pour lui. C'est un cadeau. Je dis Johnny, un cadeau, tu veux voir Harley Davidson? Ça va te donner un cul de jeune. Je dis mais ça va me donner un cul de jeune, mais je vais aller à l'hôpital avec ça. Vous n'avez même pas le permis, c'est ce que vous racontez. Non, donc finalement, j'avais un Solex quand j'étais petit. Donc finalement, j'avais pris Harley Davidson. Il m'a dit bon, alors prends ça. Et là, c'était une Porsche. Je dis mais Johnny, moi en Porsche, tu riais. C'était ça notre rapport, mais je l'aimais beaucoup et il m'a appris beaucoup, Johnny. Et je lui ai appris également des choses, mais il m'a appris à observer les autres. Et il m'a appris, car c'était comme un sacré pro aussi, il m'a appris justement à rester jeune, pas être démodé sans être à la mode, surfer sur les vagues comme ça. Être dans le style, comme dit traverser les époques sans être vraiment trop le gars qui veut rester jeune et sans être trop passéiste non plus, c'est très difficile. Et pas non plus dépasser, voilà. Pas accepter son âge et essayer de faire moi, quand les rappeurs me disent bonjour dans la rue et ils me considèrent un peu comme de la famille parce que leurs parents, quand ils étaient petits, me voyaient à la télévision, ça me fait plaisir. Et quand je vois que les gens de 70 ans me disent on a grandi avec vous, ça me fait aussi très plaisir. Donc j'ai voulu, moi, essayer de traverser le temps en étant toujours dans mon coup, sans faire du jeunisme. Et tout en étant encore jeune, voilà. D'où le titre. D'où le titre, il faut du temps pour rester jeune. Donc des anecdotes, des conseils. Et merci pour ce moment. Merci infiniment. Merci. Et puis bonne chance pour vos aventures. Merci. Je reviendrai régulièrement prendre de vos nouvelles. Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup.